Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, les titres. Procès du massacre du 28 septembre 2009, le ministère public demande la réqualification des faits en lieu et place des charges pour lesquelles Dadis et compagnie sont poursuivis. Le parquet requiert des poursuites pour crimes contre l'humanité. Vers une manifestation des sinistrés de Kaloum, à 3 mois après l'explosion du dépôt central du hydrocarbure de Kaloum, ils décident de se faire entendre. Ces habitants de Korontine 2 fustigent le mépris de l'État guinéen et exigent la reconstruction de leur maison. Reportage à suivre. Avoir un forage n'est plus un luxe à Conakry. Cette prolifération est due à la pénurie d'eau qui sévit dans le pays, mais quelles peuvent être les conséquences de l'implantation anarchique de ces forages? Élément de réponse à suivre dans cette édition d'information. C'est tout pour le sommaire. Le ministère public a demandé ce lundi la réqualification des faits pour lesquels Moussa Dadis Camara et compagnie sont poursuivis dans le massacre du 28 septembre 2009 en crime contre l'humanité. Cette réquisition du parquet est basée sur des éléments de preuve qui montrent la gravité de ce qui s'est passé lors de la répression des manifestations. Mamadou Talouba. Alors que la matinée de ce lundi a été consacrée à l'appréciation des éléments vidéo et audio projetés la semaine dernière par le tribunal criminel des événements du 28 septembre 2009 par les parties au procès, c'est le parquet par la voix du procureur Sidiki Camara qui a surpris tout le monde. À travers une réquisition, le ministère public a demandé la réqualification des faits en crime contre l'humanité. Le ministère public requiert qu'il vous plaise requalifier les faits de meurtre, assassinat, torture, enlèvement, séquestration, coups, blessures et violences volontaires, pillage de marchandises, de biens mobiliers et d'incendies volontaires de magasins, conteneurs et de leur contenu, vol à main armée, également entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours, détention illicite de matériel de guerre de première catégorie, viol et complicité, réqualifier donc ces faits en ceux de crimes contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale contenues dans les dispositions des articles 194. Cette demande de réqualification a bouleversé le chronogramme de la journée car le tribunal qui s'apprêtait à passer à l'étape des confrontations s'est vu obligé de procéder à un renvoi fixé au 18 mars prochain pour permettre à la défense de brandir ses arguments. Du côté des avocats, la partie civile et la défense apprécient différemment cette demande de réqualification du parquet. Ils sont au micro de Mamadou Talouba. Suivez. Il faut que l'on comprenne qu'à date, aujourd'hui, pour les faits pour lesquels nos clients étaient poursuivis, notamment le président Dadis, aucun élément ne peut être retenu contre lui. On veut donc requalifier les faits et un autre débat va reprendre sur cette réqualification. Voilà pourquoi on va encore retarder inutilement ce procès qui a déjà inutilement duré. C'est renvoyé au 18. Alors que, si j'ai bien écouté le président, dans sa politique, dans sa police, il voudrait déjà passer à des confrontations. Nous allons encore attendre ces confrontations-là. Donc on n'est pas encore au bout du tunnel à cause du parquet. Écoutez, moi je pense que je comprends parfaitement le parquet parce que probablement c'est pour encore ratisser plus large, puisque les crimes contre l'humanité concernent des crimes qui ont été commis indirectement par des responsables sur la chaîne de commandement. Je pense que c'est de bonne guerre si le parquet estime qu'au stade des débats, après avoir entendu la plupart des accusés et certaines parties civiles, s'il estime qu'il y a lieu de réqualifier les faits, d'abord c'est légal, ça c'est le premier aspect, et deuxièmement ça dépend de sa stratégie, parce qu'encore une fois, c'est le parquet qui poursuit. Nous ne sommes que partie accessoire dans ce procès. Dès lors que le parquet pense qu'il faut demander une réqualification, que le parquet est mieux et il est plus à l'aise en demandant la réqualification, nous ne pouvons que soutenir le parquet dans sa démarche parce que, in fine, le plus important, c'est la condamnation des accusés par rapport au massacre du 28 septembre.
Des vidéos compromettantes attribuées à de nombreuses personnalités du pays font le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. Ces images portant atteinte à la vie privée de ces dernières est passible de poursuites. Quelles sont les dispositions prises par la loi à l'endroit des auteurs? Rencontré par notre rédaction, Khalil Kamara, juriste, apporte des précisions. Ibrahima Bangoura et Ansoubaï Lobel des reportages. Ces derniers temps, des vidéos et audios compromettants portant atteinte à la vie privée de certaines personnalités du pays sont fréquents sur les réseaux sociaux. Un comportement inapproprié est condamné par le Code pénal guinéen. Le Code pénal guinéen qui punit toute personne qui se livrerait à des atteintes à cette liberté, à ces droits qui est sacré. D'abord, il faut venir au Code pénal en son article 358. L'article 358 prévoit à ce niveau toute personne, quiconque porte atteinte à la vie privée d'autrui peut être condamnée. Écouter, enregistrer, fixer, transmettre des propos d'une personne dans le but de le nuire sont des infractions aux yeux de la loi. La peine encourue varie de 1 à 5 ans d'emprisonnement applicable en fonction du canal de publication. C'est prévu que toute personne qui se permet à qui se livre à de telles pratiques est condamnée d'1 an à 5 ans d'emprisonnement. C'est-à-dire que la peine maximale contre ces personnes, c'est 5 ans. Et la peine minimale, c'est 1 an. Cela veut dire que le juge doit faire tout pour être dans le cadre soit d'1 an, mais il ne peut pas descendre par exemple en dessous d'1 an, comme il ne peut pas aller au-delà de 5 ans. Maintenant, quand nous revenons sur la première loi, le Code pénal aussi prévoit que des personnes qui se permettent, bien sûr, à de telles pratiques peuvent aussi être condamnées d'1 an à 3 ans d'emprisonnement. Donc, vous voyez déjà qu'il y a une différence entre les deux lois. Les détenteurs de ces vidéos et audios sont aussi condamnables, poursuit ce juriste. Souvent même, vous voyez des gens qui affirment clairement qu'ils ont écouté de tels éléments, qu'ils ont de telles vidéos. Ils ne savent pas qu'en affirmant même ces propos, ils peuvent être poursuivis par le parquet. Ces sanctions sont valables pour les journalistes et médias selon l'article 360 du Code pénal, a aussi précisé Khalil Kamara. Face à l'ampleur que prend ce phénomène en Guinée, ce juriste appelle les citoyens à respecter la vie privée. Après 3 semaines de suspension due à la détention du journaliste syndicaliste Sékou Djamal Pandessa, les pourparlers entre le mouvement syndical guinéen et les autorités ont repris ce lundi au Conseil national du dialogue social. La session qui a connu la présence de Pandessa n'a pas permis d'aller au fond des débats, mais plutôt la définition d'un cadre de discussion. Suivez Amadou Diallo au micro d'Amara Bangoura. Le mouvement syndical a décidé à la Bourse du Travail pour venir ici et dire solennellement le lieu de rencontre et celui avec lequel nous devons poursuivre les négociations, c'est bien le président du Conseil national du dialogue social. Donc pour ce faire, nous avons dit à monsieur le Premier ministre que j'ai eu la chance de rencontrer au téléphone pour lui dire que nous sommes très désolés. Nous souhaiterions que ce soit le CNDS qui poursuive avec nous les négociations. C'est lui ou rien. Donc nous sommes à ce niveau. Donc avant de sortir, je me suis concerté avec le président du CNDS. Et ce n'est plus ici que nous allons entamer, plutôt poursuivre les négociations. Ça va être désormais au ministère de l'administration du territoire, comme par le passé où nous avons signé le protocole d'accord tripartite. Voilà ce que nous avons pu faire aujourd'hui. Donc du reste, le président du CNDS a promis de nous adresser des courriers pour une éventuelle information, pour une seconde retrouvaille. Voilà ce que je peux dire et je vous remercie. Fini le processus de pré-enrôlement des enseignants contractuels communaux de Guinée ce dimanche. Depuis le 23 février, ces acteurs de l'éducation ont fait face à de nombreuses difficultés pour leur inscription dans la plateforme Fugace, mise à disposition par le ministère du Travail et de la Fonction publique à cet effet. Le processus ayant pris fin, quel est le constat qui prévaut sur le terrain? La réponse, c'est dans ce reportage de Dina Butiam et Ansoubaï Lebaldi. Malgré cette avancée pour leur intégration à la fonction publique, les réclamations des enseignants contractuels communaux de Guinée sont loin de finir.
Arrivé à terme ce dimanche, le processus de pré-enrôlement enclenché par le ministère de la fonction publique a connu des dysfonctionnements sur le terrain. Selon Étienne Doré, enseignant contractuel communal à Dubrika, il y a eu plusieurs omissions sur l'ensemble du territoire national, confie notre interlocuteur. Donc certains ont reçu le numéro de dossier. Donc moi personnellement aussi j'ai reçu le numéro de dossier. Mais jusqu'à date, je vous le assure, plus de 10, pas même 1000, plus de 5000 comme ça d'enseignants contractuels n'ont pas reçu le numéro de dossier. Et pourtant, il y a certains enseignants contractuels, bon, je peux dire parce qu'on ne les connaît pas, il y a certains qui n'ont pas été identifiés mais qui ont reçu les numéros de dossier par rapport à ceux qui ont travaillé qui n'ont pas reçu. Donc ça, nous déplorons, n'est-ce pas, cet acte de la part de je ne sais pas si c'est nos dirigeants ou bien c'est la coordination. Dans son communiqué en date du 14 février dernier, le ministère du Travail et de la Fonction publique a indiqué que seuls les enseignants contractuels communaux sont concernés par le processus de pré-enrôlement. Une situation qui met carrément à l'écart les contractuels de Conakry, trouvés en situation de classe au collège de Bonfi. Mohamed Guilavogui, enseignant contractuel pour la zone spéciale de Conakry, qualifie de discriminatoire la démarche des autorités à leur encontre. Pour lui, aucun contractuel n'a reçu un numéro de dossier de pré-enrôlement. Quiconque vous dit qu'il a reçu un message, qu'il est de la zone spéciale de Conakry, qu'il soit honnête envers nous, qu'il le montre. C'est pas en restant sous le lit, il va dire j'ai reçu le message. C'est une lutte commune. Nous voulons que tout le monde intègre cette fonction publique. Mais il ne faudrait pas aller en rang dispersé. Il faudrait que nous unissons nos forces. Ensemble unis, nous vaincrons. C'est le slogan des syndicalistes. Donc il ne faudrait pas que nous partions en rang dispersé. Cela n'est pas vrai, dire qu'on a reçu. Non, c'est nous qui sommes les responsables, les premiers responsables. Nous n'avons pas encore reçu de message de la part de quiconque. Ces enseignants contractuels de Guinée disent attendre la nomination de la nouvelle équipe gouvernementale pour s'assurer de leur sort pour la fonction publique. Je vous le disais au sommaire, les sinistrés de Kaloum menacent d'aller en grève le 8 mars prochain si les autorités ne font rien pour la reconstruction de leurs maisons détruites après l'explosion du dépôt d'hydrocarbures. 3 mois après le sinistre, les habitants de Corentine 2, qui est la zone la plus touchée par l'explosion, disent être abandonnés par le gouvernement. Mariam Aboibari. Le 8 mars, le 8 mars, c'est la colère des habitants de Corentine 2 face à ce qu'ils qualifient d'indifférence des autorités depuis l'explosion du dépôt d'hydrocarbures. Ces sinistrés vivent depuis près de 3 mois sous les décombres de leur maison. D'où la nécessité pour ces habitants de manifester pour la reconstruction de leur domicile. Nous ne savons pas en cas de pluie où nous allons envoyer ces familles-là. Pas seulement chez nous, mais la plupart, s'il faut dire, toutes les toitures de Corentine sont à refaire aujourd'hui. Parce qu'après le tremblement qui a eu lieu, les tôles ne sont plus de la même façon qu'elles ont été posées. Est-ce qu'il faut attendre que ces maisons-là tombent, qu'on enterre les morts pour dire « Ah, il faut interpeller l'État » ? Tout le monde va sortir, les vieilles femmes, les enfants, les hommes, nous on va sortir pour qu'eux ils viennent en aide. On est fatigué, on ne peut pas prier sur ça, on ne peut pas manger sur ça le mois de carême. Si la pluie vient, comment nous on va faire? Une requête primordiale, car dans ce quartier, plusieurs habitations sont menacées d'effondrement. Des maisons décoiffées dues à l'impact de l'explosion, des chambres inutilisables, des murs fissurés, tout est à refaire dans certaines concessions. Et pour leur sécurité, ces sinistrés préfèrent dormir à la belle étoile. Depuis l'explosion de 17 décembre 2023, on vit ici très difficile. Nos maisons, c'est complètement détruit. Vous voyez, dans la chambre et au salon, tout est détruit.
On passe la nuit à la belle étoile. On passe même pas la nuit dans nos maisons ici. Regarde nos tôles, tout est parti. Mais c'est dans ça que nous dormons. La nuit, nous cohabitons avec les chats. Reste à savoir si les habitants de Korontine pourront obtenir gain de cause avec cette menace de manifestation prévue ce vendredi 8 mars. Sur un autre plan, les 5 jours accordés aux habitants de la cité des ingénieurs à Koleya semblent presque expirés. Ils sont sommés de libérer les lieux, une décision qui vient des autorités de la transition qui comptent récupérer tous les domaines de l'État. Là-bas, certaines familles ne savent pas où aller. Elles demandent au gouvernement de leur accorder un peu plus de temps. Maman Setatawel, la Camara. Sekouba Kondé et sa famille font partie des personnes qui sont censées libérer la cité des fonctionnaires, autrement appelée cité des ingénieurs d'ici ce mardi. Diplômés sans emploi, ses parents occupent cette maison depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, ils se voient dans l'obligation de quitter les lieux, même s'ils se demandent où aller. Depuis le 5 septembre, on est là, on est dans cette crise. On nous avait envoyé des préavis pour sortir ici, depuis le 5. Et vu la situation, les parents étaient inquiets. Comme vous voyez maintenant, la cité est libre maintenant. Mais quand même, il y a certaines personnes qui vivent ici. Les parents ne sont pas là, mais nous sommes là. Vous voyez, maintenant, l'absence du gouvernement actuellement et ceux de l'habitat qui se trouvent là-bas sont venus avant-hier avec un préavis de pour 5 jours. C'est-à-dire le 5 mars de ce mois-là. Ça, c'est demain. La famille est là depuis près de plus de 50 à 60 ans comme ça. Donc on ne peut pas venir coûte à coûte de nous faire sortir brutalement comme ça, dans la cité pareil comme ça. Nous sommes dans une cité ingénieure comme ça. Fodé Silla a aussi passé un bon temps dans cette cité, occupée autrefois par ses parents. Selon lui, des cadres de l'habitat auraient vendu cette cité à des Libanais. Les gens de l'habitat, ils ont vendu la cité à des Libanais parce qu'il y a des Libanais qui fréquentaient ici, donc il y a des Libanais qui fréquentaient ici, quoi. Donc ils disent que la cité a été vendue avec les Libanais. Maintenant, donc de coup, ils ont donné un délai de 5 jours. C'est ça, moi, je peux dire. Maintenant, les 5 jours là, déjà bien avant qu'ils donnent les délais, ils ont venu maintenant avec des machines. Ceux qui ont enlevé leur toit, donc ils ont déguerpissé là-bas. Donc nous aussi, ils nous disent maintenant de sortir d'ici le 5. Vous le savez, maintenant, voir la maison maintenant qu'on a créée, c'est tellement difficile. Donc nous, on ne sait pas là où aller. Donc c'est ici qu'on connaît. Donc s'ils nous disent maintenant de libérer la maison, on ne sait pas de quoi on va faire. Donc on lance à l'appel le gouvernement de venir au secours parce qu'on ne sait pas quoi d'autre faire. Dans cette cité, certaines maisons sont déjà démolies et d'autres presque vides. Ces habitants sont sommés de quitter les lieux dans le cadre de la récupération des domaines de l'État. Mais cette décision des autorités est mal perçue par les occupants qui ne savent plus à quel sein se vouer. Je vous le disais au sommaire, la ville de Conakry, à l'image de certaines agglomérations du pays, peine encore à être convenablement approvisionnée en eau potable. Pour atténuer la pénurie d'eau, de nombreux particuliers se tournent de plus en plus vers les forages et les puits améliorés. Une prolifération qui suscite des inquiétudes chez certains responsables de l'Office national contre la qualité. Salimatou Diallo. Étant un droit universel, l'accès à l'eau potable est une préoccupation pour les citoyens de Conakry. Conséquence directe, la prolifération des forages. Un phénomène qui représente d'ailleurs un danger pour les ressources en eau du sous-sol et de l'environnement. Il y a vraiment des conséquences, il faut le signaler, parce qu'il y a des conséquences du point de vue environnemental, impact environnemental, parce qu'il faut faire des études préalables en amont avant de mettre un forage. Sinon, quand les forages, il y a beaucoup de forages dans des localités, ça peut créer des dégâts sismiques qui sont très dangereux. Mais aujourd'hui, bon, comme vous l'avez dit déjà, à cause de la pénurie d'eau, les gens ne font pas d'études d'impact environnemental en amont avant de mettre le forage. Sinon, il faut signaler que c'est un impact négatif par rapport à l'environnement, par rapport aux dégâts sismiques. Pour ce spécialiste, cette prolifération des forages impacte aussi la santé des consommateurs lorsque ces derniers ne sont ni suivis ni entretenus. Quand c'est sur une bonne nappe, les eaux sont fortement minéralisées par rapport aux eaux de la SEG.
Mais ce que nous vérifions en tant que service de contrôle local, c'est de voir est-ce que ça n'a pas un risque pour le consommateur, que ce soit l'eau de la sèche, que ce soit l'eau de forage, s'il n'y a pas de micro-organismes qui peuvent affecter la santé du consommateur, s'il n'y a pas de substances chimiques aussi qui peuvent affecter la santé du consommateur, ou des substances qui peuvent, non, de toute façon, tous les risques qui peuvent affecter la santé du consommateur, nous vérifions la qualité. Et généralement, la qualité est très très bonne si le forage aussi est protégé. Parce que le forage peut être là, mais si ce n'est pas protégé pendant l'hivernage, il y a des infiltrations des eaux de ruissellement qui peuvent aussi impacter négativement la qualité de cette eau, quoi. Avec des problèmes récurrents de la Société des eaux de Guinée, seul service public chargé de la distribution de l'eau potable, les forages restent l'option la plus utilisée par les populations en dépit des risques. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez l'intégralité de nos éditions sur notre page Facebook, groupe Kavi Média. Au revoir.